Nous sommes prêts à reprendre, si vous voulez bien, pour parler des sources archivistiques du Collège de France et de la Bibliothèque nationale de France. Et nous allons d'abord écouter Anne Leblé-Kinoshita de la Bibliothèque nationale de France, où elle est responsable des archives. À vous. Mesdames et messieurs, comme l'a dit Isabelle, c'est pour nous tous, collègues de la BNF, un grand honneur d'intervenir au Collège de France, et en l'occurrence pour moi, de vous présenter les archives de la Bibliothèque nationale de France. Donc ça va être un petit pas de côté par rapport à ce que vous avez entendu ce matin, même si on va essayer de raccorder de temps en temps avec le Collège de France. Je remercie particulièrement Céline Surprenant et Philippe Chevalier, sans qui cette journée n'aurait pas eu lieu après les difficultés traversées depuis un an et qui nous ont beaucoup encouragés, nous les intervenants, voilà, pour préparer ces interventions. J'introduirai mon propos en citant un extrait d'une lettre d'Ernest Bablon, dont on a plusieurs fois parlé ce matin, à Charles de la Roncière. Alors, vous ne pouvez pas la lire, mais ça vous permet de voir l'écriture de Bablon. C'est une lettre corporatiste. Ils évoquent des questions de traitement des conservateurs qui sont insuffisamment payés, évidemment. Et donc, le grand principe, c'est que leur traitement ne doit pas être aligné avec celui des archivistes des Archives nationales. Je cite : « Les archives sont un bureau détaché de l'administration centrale du ministère. La Bibliothèque nationale est un établissement scientifique et autonome, elle n'est pas un bureau. » Le paragraphe. Je le répète, comme je vous le disais hier avec une certaine véhémence, c'est avec le Collège de France que le conservatoire de la Bibliothèque nationale doit être assimilé. Ce n'est pas, à moins de déchéance, avec les bureaux des archives ou du ministère. Ces propos, au-delà de leur caractère revendicatif, témoignent du peu de considération dont bénéficient alors les archives, dont la nature administrative les rend, aux yeux d'Ernest Bablon, peu dignes d'intérêt, mais rend également compte, et c'est ça qui est intéressant pour aujourd'hui, même si la première partie m'intéresse en tant qu'archiviste, mais rend compte de cette affinité naturelle dont on a parlé depuis ce matin, entre conservateurs de la bibliothèque et professeurs du Collège de France, et dont Bablon constitue évidemment l'incarnation. Je vais donc revenir dans un premier temps sur l'histoire de ces archives un peu méprisées, avant de vous présenter les fonds actuellement conservés. Et je reviendrai ensuite plus spécifiquement sur les archives relatives à la consultation des collections au travers du cas des professeurs du Collège de France lecteurs. Alors, pourquoi revenir sur cette histoire ? Eh bien, pour comprendre l'organisation actuelle des archives que je suis chargée de vous présenter aujourd'hui, il est nécessaire de remonter dans le temps et d'évoquer l'émergence progressive d'un service dédié aux archives. Pour que nous soyons tous d'accord sur une définition, je me permets de rappeler la définition officielle française actuelle des archives. Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Alors, tout d'abord, l'émergence de la notion d'archive à la bibliothèque semble assez tardive, car dans leur jeune âge, les archives sont assimilées à l'administration de la bibliothèque, puis en vieillissant, une partie se bonifie et peut accéder au noble statut de collection. C'est la spécificité d'être archive dans une bibliothèque. Probablement, vous avez là un des premiers documents, alors qui n'est pas très lisible non plus. Tout le monde a des écritures un peu... Un des premiers documents évoquant explicitement les archives et le processus que je viens de décrire, c'est une note donc, de Pierre-Roland Marcel, l'administrateur général de la bibliothèque, adressée au secrétaire général Émile Leroy, concernant l'encombrement du secrétariat. Avant de partir, donner des ordres à monsieur, donc là j'arrive pas à lire, mais pour qu'il fasse sortir de la pièce du haut tous les rossignols, archives, registres, etc., qui l'encombrent inutilement. De l'eau sont à faire, département des manuscrits, archives nationales. On expédiera ensuite les 10 rossignols aux points indiqués. Finalement, aucun versement n'aura lieu aux archives nationales. L'histoire est passionnante, mais ce n'est pas l'objet du jour. Cette situation est confirmée en 1936. La bibliothèque garde ses archives. Lorsque la bibliothèque obtient une dérogation, le 13 octobre 1936, aux dispositions du décret du 21 juillet 1936, qui prévoit les versements dans les dépôts d'archives d'État, donc aux archives nationales pour l'essentiel, des papiers des ministères et des administrations qui en dépendent. Étape clé pour l'archivistique française et l'histoire des archives nationales, mais qui apparaît dans un premier temps sans grande conséquence pour les archives de la Bibliothèque nationale. Après cette dérogation, l'administrateur Julien Quint semble toutefois porter une attention plus grande à l'organisation des archives de la bibliothèque. Il écrit au conservateur des manuscrits que ce département
je cite, « aura le devoir de classer d'une manière très précise les fonds qui sont versés dans ses collections ». Et en 1937, il fait recruter une aide bibliothécaire qui s'appelle Paulette Boundal et qui sera chargée du traitement des archives du secrétariat. Le tournant semble toutefois dater de la Seconde Guerre mondiale et par une décision du 2 août 1943, Bernard Faye, un personnage évidemment pour le coup avec des liens étroits, Bibliothèque nationale, Collège de France, crée un service d'archives rattaché au secrétariat général de la bibliothèque, à la tête duquel il nomme une jeune archiviste paléographe, Thérèse Kleindienst, future secrétaire générale de la Bibliothèque nationale entre 1962 et 1984. Le secrétaire général Raphaël Labergerie, à cette époque, justifie dans une note de service cette création. Je cite, « Les exigences chaque jour accrues de la vie administrative ou technique de la Réunion des bibliothèques nationales soulignent la caducité de son service d'archives. Des incidents récents ont montré qu'il était impossible de laisser les choses plus longtemps en l'état. » Cette décision est en fait la conséquence de perte de documents dans un contexte politique évidemment très sensible. Après une phase d'étude, Thérèse Kleindienst élabore un système complexe reposant sur 3 outils archivistiques, une indexation des dossiers sur fiches, une cotation selon un plan de classement s'inspirant de celui des archives de la Marine et des cahiers d'enregistrement des dossiers. Julien Quin, de retour à la tête de la Nationale en octobre 1945, confirme rapidement, en février 1946, l'organisation proposée par Thérèse Kleindienst, qui prévoit en outre une meilleure centralisation des dossiers d'affaires au secrétariat général. La pérennisation de cette organisation est vraisemblablement une des conséquences des traumatismes de la Seconde Guerre mondiale à la bibliothèque. Dans ce qui concerne l'utilisation des collections, on peut faire allusion évidemment aux archives maçonniques, mais également en ce qui concerne l'administration. Donc on retrouve ce mouvement d'archives entre administration et collection, puisque les archives permettent de faire valoir les droits des victimes de la période précédente et d'incriminer les coupables. Pour les papiers qui ont échappé aux destructions en 1944, Thérèse Kleindienst reçoit des consignes précises, notamment pour le secrétaire général. Ne dispersez aucun papier Labergerie dans les dossiers, tout doit rester groupé, les classer à part. Toute l'organisation, et c'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire, toute l'organisation des archives administratives pendant un demi-siècle, donc depuis 1943, va reposer sur la méthodologie mise en place par ces 2 personnes. Thérèse Kleindienst, jusqu'à son départ à la retraite en 1984 en tant que secrétaire générale de la bibliothèque, et celui, évidemment moins connu, elle n'est pas devenue secrétaire générale, Odile Schlumberger, qui va s'occuper des archives en toute discrétion de 1945 à 1985. Je ne connais son nom que depuis un mois, c'est pour vous dire, c'était assez discret. Certains des outils élaborés à cette époque constituent encore aujourd'hui nos outils de travail quotidiens. Et donc, après leur départ, les archives vivent une époque un peu difficile et changent de rattachement. Elles passent à la direction administrative et financière. Pourquoi un contexte difficile? Il n'est pas propre aux archives de la Bibliothèque nationale. C'est l'époque de l'arrivée de la micro-informatique qui va provoquer un grand trou noir archivistique et l'abandon progressif des anciennes pratiques de secrétariat, enregistrement du courrier, chrono, et qui entraîne aussi un processus de décentralisation. Il y a évidemment un contexte spécifique à la bibliothèque après l'annonce présidentielle du 14 juillet 1988 et la création d'une bibliothèque d'un genre nouveau. Pendant plusieurs années vont vivre en parallèle 2 organismes, dont l'un, l'établissement public pour une bibliothèque de France, fonctionne plutôt en mode projet, autour de quelques personnalités. Alors là, justement, vous voyez les dossiers d'appel d'offres de l'EPBF. Et tandis que de l'autre côté, la Bibliothèque nationale semble vivoter donc, dans le nouveau rattachement que j'évoquais. On assiste à un processus de recentralisation à partir des années 2000, avec le regroupement des archives de la Bibliothèque nationale précédemment conservées à Versailles, à Richelieu, et de celles donc, de l'EPBF, qui fusionnent, BN et EPBF fusionnant en 1994 pour devenir BNF. Et il faut également évoquer les importantes opérations immobilières sur le site Richelieu qui vont entraîner le transfert de plusieurs centaines de mètres linéaires d'archives jusqu'alors conservées dans les bureaux. Parallèlement, se font progressivement jour des préoccupations quant à la politique d'archivage de l'établissement. L'arrivée de Jean-Noël Jeannet, historien de formation, à la présidence de l'établissement en mars 2002, donne une nouvelle impulsion avec le recrutement d'un conservateur expérimenté, Catherine Desrands, qui s'attache à valoriser les archives historiques, mais également à mettre en pratique les normes alors toutes récentes du Records Management. Alors, il n'est pas très lisible, mais c'est pour vous montrer que c'était très très moderne en 2004.
Et voilà, et j'achèverai cette petite partie historique par l'exposé des motifs de 2004 pour la création de cette mission. Le président et la directrice générale ont souhaité rénover la politique d'archivage de la Bibliothèque nationale de France. Le président l'a rappelé dans ses objectifs prioritaires de l'année 2004, et c'est comme ça qu'est née une mission au nom un peu compliqué. Le service des archives de la Bibliothèque nationale de France s'appelle la mission pour la gestion de la production documentaire et des archives. Je ne le citerai qu'une fois puisque c'est un petit peu long. Alors, maintenant, je vais évoquer les sources disponibles, leur répartition, leur accès, tout ça est évidemment lié à ce que je viens de raconter. Alors, ça va sembler un peu caricatural parfois, mais il n'est pas possible dans le temps imparti de détailler toutes les sources et leur mode d'accès et surtout leur localisation. Alors, à l'exception d'une copie d'un inventaire des livres daté de 1518 conservé à la Bibliothèque nationale d'Autriche et de quelques documents conservés aux archives nationales françaises, la plupart des archives de l'Ancien Régime et des archives couvrant l'histoire de la bibliothèque de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle sont conservées par le département des manuscrits selon justement la logique évoquée plus tôt d'intégration dans les collections. Et les deux séries sont décrites dans le catalogue BNF Archives et Manuscrits, donc la série Ancien Régime et la série Archives modernes. Ponctuellement, on trouvera aussi des choses dans les NAF, mais bon, c'est principalement dans ces deux séries. Une grande partie est numérisée pour l'Ancien Régime. Alors, il y a également des outils de travail des bibliothécaires remontant au XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, les catalogues anciens, les registres de dons et d'acquisition des imprimés, les manuscrits et tonton-manuscrits, les registres de prêts qui, eux, sont conservés par le département littérature et art de la Bibliothèque nationale de France. J'en viens à la mission elle-même, donc la mission archive. Elle conserve en toute logique les archives de l'administration centrale, secrétariat général, administration générale, puis direction générale et présidence, et les archives dites administratives, celles que Ernest Bablon n'apprécie pas beaucoup, les dossiers de personnel, les archives comptables, etc., à peu près depuis la fin du XIXe siècle. Elle conserve des archives de l'Association pour une bibliothèque de France, puis celles de l'EPBF, chargée du projet de définition et de construction de la nouvelle bibliothèque. Donc une lettre qu'on trouve dans beaucoup d'endroits, et principalement l'original doit être conservé aux archives nationales, mais qu'on retrouve évidemment dans les dossiers de l'EPBF, enfin l'association préfiguratrice, puisqu'il s'agit de la lettre de France du président de la République François Mitterrand, qui indique que c'est le projet de Dominique Perrault qui va être retenu pour la construction de ce qui s'appelle maintenant le site François Mitterrand. La mission accueille cependant une partie des archives des départements des collections. C'est le cas notamment du département des monnaies, médailles et antiques, qui remonte au XVIIe siècle, très consulté et en cours de numérisation. Je vous ai montré dans Gallica, ça doit être, j'ai oublié de citer la cote, elle doit être en haut. En tout cas, c'est dans le premier, c'est dans les premières boîtes de ce département, vraiment les premiers numéros enregistrés. Du département des cartes et plans qui remonte au début du XIXe siècle, date de sa première création, et d'une partie des archives du département des estampes et de la photographie et du département de la musique. Donc, comme je le disais, enfin, comme vous avez pu le deviner, le département des manuscrits n'a pas versé ses archives à la mission. Alors, il avait les archives globales, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais il conserve ses propres archives, de même que le département des estampes et de la photographie pour les archives les plus anciennes, puisque les fonds étaient alors intégrés aux collections. C'est une véritable géographique. Il faudrait un petit guide géographique pour se repérer dans tous ces fonds. Dans les deux cas, c'est là l'essentiel, les fonds ont déjà été décrits, cotés, et les notices figurent dans les catalogues de la BNF, soit dans le catalogue BNF Archives et Manuscrits, soit dans le catalogue général. Sans être exhaustif, évidemment, je risquerais de vous ennuyer, on peut également citer les fonds suivants, qui ne sont malheureusement pas tous, eux, signalés dans le catalogue. Registre et déclaration de dépôt légal. Alors là, c'est un extrait du dépôt légal indo-chinois pour 1935. On voit tous les types d'ouvrages qui sont déposés dans les différentes langues, donc des imprimés, évidemment. Des dossiers d'exposition. Alors j'ai mis aussi un cas un peu particulier, puisque c'est un fonds non coté, et ce n'est pas vraiment les expositions de la bibliothèque, c'est les archives de l'organisation du musée de littérature de 1937, et il y a toute la documentation qui accompagne tous les événements autour pendant l'exposition universelle de 1937. Les demandes d'auto... Oups, j'ai dû inverser.
J'ai inversé, c'est pas... Ah, j'ai oublié. Non, il sera à la fin, pardon. Les demandes d'autorisation d'accès à la Bibliothèque nationale, les archives de l'Agence des travaux de la Bibliothèque nationale, des reportages photographiques, les archives de l'association La Joie par les livres, avant son intégration à la Bibliothèque nationale de France. On a le fonds depuis les débuts de la création de l'association. Et est-ce que j'en ai mis une dernière? Non, voilà. Alors, comment accède-t-on à ces fonds? Une grande partie de ces fonds est constituée pour l'essentiel d'archives publiques et donc est communicable selon les règles du Code du patrimoine. Une partie est décrite dans le catalogue BNF Archives et manuscrits dont je vous ai déjà parlé au fur et à mesure de l'avancée du travail de description ou de reprise. Au désarroi des lecteurs, ce sont souvent les fonds les plus récents et donc pas forcément les plus accessibles au regard des délais justement du Code du patrimoine qui sont signalés. Et cette situation est pour partie le fruit de l'histoire que j'ai évoquée plus tôt. Et parmi celles-ci, on peut évoquer les modalités justement de classement et de description mises en place en 1943 et la longue période pendant laquelle elles ont été en usage. Parce que le système adopté est tout à fait adapté à une recherche interne ponctuelle. Il offre des points d'accès avec les outils mis en place, mais en réalité, il ne décrit rien. Et derrière une cote peuvent se cacher 2 feuillets comme plusieurs mètres linéaires de documents. Sur ce sujet, je renvoie à un article publié par une assistante de recherche dans le carnet hypothèse dédié au projet de recherche La Bibliothèque nationale sous l'occupation, inscrit au plan quadriennal de recherche de la Bibliothèque nationale de France. Pourquoi bon, c'est pas grave. Le classement peut évoluer dans le temps en fonction des évolutions sociétales, des nouveaux sujets de recherche. Par exemple, les dossiers de personnel, indispensables pour faire de la prosopographie. Autrefois éliminés, ou du moins échantillonnés, sont désormais valorisés. En outre, auparavant communicables en fonction de la date de naissance de l'agent, ils sont depuis 2008 communicables en fonction de la date de la pièce la plus récente du dossier, ce qui implique des opérations de reclassement très terre-à-terre, mais qui ont des conséquences après en termes de signalement et de mise en accès. Et j'évoquerai en dernière raison pour cette question d'accessibilité un peu décalée dans le temps, la description des versements récents et normalisés depuis la réorganisation, on va le dire les choses comme ça simplement, depuis la réorganisation des années 2000, est facilement traduisible dans un langage informatique dédié qu'on appelle l'XML EAD, et ce qui explique ensuite les mises en ligne. On retiendra donc dans cette partie que pour toute recherche, une exploration des archives de la bibliothèque est malheureusement presque toujours guidé par les archivistes, avec peut-être certains avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients qui rendent la démarche scientifique parfois le chercheur est peu autonome. Alors, en ce qui concerne les archives relatives à la consultation, ces archives sont l'objet d'un grand nombre de demandes de la part des chercheurs dans le cadre de recherches biographiques, souvent dans l'espoir de nourrir l'histoire du travail intellectuel. Et je vais évoquer très rapidement les grandes typologies de documents qui existent et dont le repérage s'apparente, comme m'a un jour répondu de façon enthousiaste une lectrice, à un véritable jeu de pistes. Alors, les sources sur les lecteurs. Selon la date, le type d'accréditation, les archives ne sont pas conservées par le même département ni sur le même site, mais de façon très synthétique. Je vais juste dire ce qui existe. J'oublierai sûrement des choses. Des registres d'enregistrement chronologique et parfois alphabétique des lecteurs par département des collections, quasiment tous conservés par le département des manuscrits. Donc les 2 clichés que vous voyez à l'écran, pris gentiment par Isabelle, sont dans le premier cas un registre d'inscription pour le département des médailles, et dans le second cas, ce sont des listes d'enregistrement de cartes de lecteurs pour le département des manuscrits. Donc vous pouvez à peu près voir le type d'information qu'il y a, c'est assez succinct. Des registres, il y a aussi des registres pour le département des livres imprimés qui sont conservés dans un autre département. Ensuite, on a des registres, puis des liasses de demande d'autorisation d'accès à la Bibliothèque nationale classées par ordre chronologique et alphabétique à partir de 1868 et jusqu'en 1927, conservées par la mission Archives. Alors justement, là, c'est une lettre de recommandation de Stanislas Julien qu'a évoqué Isabelle, en faveur d'un de ses auditeurs, Alphonse Pinard, pour accéder à la salle de travail en 1870. Des registres d'enregistrement chronologique des prêts conservés par le département littérature et arts, et la correspondance étant relative à ces registres, elle-même étant conservée au département des manuscrits.
Il existe aussi plusieurs milliers de fiches appelées abusivement cartes de lecteur, couvrant une grande partie du XXe siècle, et enfin des données d'inscription des lecteurs inactifs de plus de 5 ans, sous forme Excel et JPEG pour les photographies. Donc ça, alors, on en fait. Alors, est-ce qu'on peut reconstituer l'histoire des consultations? On va prendre le cas de ce qu'on trouve comme professeur du Collège de France, lecteur. En fait, ces sources ne permettent pas forcément, déjà, les sources que je vous ai énumérées ne permettent pas forcément une recherche aisée par nom de personne, parce que si c'est des registres chronologiques, ça fait parfois beaucoup d'années à consulter. Elles apparaissent en outre lacunaires et ne reflètent pas la réalité de la fréquentation de la bibliothèque. Ainsi, mon collègue, M. Labaune, m'a contacté et m'a demandé de vérifier dans ces fameuses, ce qu'on appelle communément cartes de lecteur, s'il y avait une carte au nom de Marcel Mauss, une ou plusieurs, parce que parfois on en a plusieurs, et de Georges Blin. Je n'ai rien trouvé. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai décidé d'effectuer la recherche sur un peu plus de noms. Vous les voyez là. Alors, je n'ai pas vérifié tous les noms, mais c'était des noms, je savais qu'il n'y avait pas de problème de communicabilité. Je me disais que j'avais des chances de les trouver. Et vous voyez que sur cet ensemble, je n'ai trouvé que 3 cartes, Fay, Handler et Sylvain Lévy. Donc, on voit bien que en fait, de nombreuses figures du Collège de France au XXe siècle qui ont fréquenté la Bibliothèque nationale, pour certains d'entre eux, on en a la certitude, ne sont pas représentées dans ces sources. Et reconstituer, là c'est identifier quels lecteurs sont venus, mais reconstituer l'histoire des consultations s'avère tout aussi complexe, puisque ces informations ne sont en général pas conservées ou conservées de façon très lacunaire à travers les registres de prêt et quelques rares bulletins de commande conservés pour des raisons inconnues. Voilà, vous en avez un exemple. Ce sont tous des professeurs du Collège de France. Je renvoie sur ce sujet au compte-rendu de Mathieu Béras sur l'ouvrage de Jean-François Bert, L'atelier de Marcel Mauss, paru en 2014 dans Archives des sciences sociales des religions, qui illustre justement les difficultés d'une telle démarche, essayer d'identifier les pratiques de consultation à travers les registres de prêt et des bulletins de commandes isolés. Il me semble, et c'est là que peuvent figurer les richesses des archives, les archives de la bibliothèque dans leur globalité, au-delà de celles relatives à la consultation, qui ne sont pas inutiles pour trouver des noms, mais qui ne permettent pas forcément d'aller toujours très loin, offrent en revanche des informations contextuelles, plus ou moins importantes, sur l'histoire de la bibliothèque, à même d'éclairer les conditions de travail des chercheurs. Alors, je vous ai mis un exemple qui fait sourire, évidemment, mais c'était un petit peu volontaire aussi. Alors, c'est un... Pardon, je peux lire là. C'est un lecteur qui écrit à l'administrateur général, puisqu'il est assez mécontent. Enfin, globalement, il est plutôt content, mais là, il est pas très content parce qu'il y a un peu trop de bruit. Vous ne contesterez pas le bien fondé des... Pardon. Je vais reprendre plus loin. Certains inconvénients que je me permets de vous signaler et dont en tout cas le remède est facile. Il s'agit des portes qui se trouvent tout au fond de la salle dans la partie réservée au personnel depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Ces portes grincent d'une façon continue, véritablement exaspérante pour quiconque est un tant soit peu nerveux. Or, donc à certaines heures de la journée, elle livre passage aux employés plusieurs fois par minute. C'est un supplice ininterrompu. Même les oreilles bouchées, on continue d'entendre. Alors, bien sûr, c'est une anecdote, mais n'est-ce pas aussi ces tout petits riens du quotidien qu'évoque Arlette Farge dans Le goût de l'archive, quand elle décrit les conditions de travail dans la salle de lecture de la bibliothèque de l'Arsenal, où elle évoque le martèlement des talons d'une lectrice, le cliquetis d'une chevalière en or contre un ongle. Bon, après, j'ai pris des petits exemples du quotidien, mais en fait, il y a des choses beaucoup plus importantes qui ont des vraies conséquences sur la recherche. La création en 1868, donc autant de choses que les archives ont évoquées. La création d'une salle de travail réservée aux chercheurs en 1868, qui offre un lieu de travail plus favorable à la recherche. L'accélération du catalogage mise en œuvre par Léopold de Lille. La loi sur le dépôt légal de 1925, très importante, qui introduit le principe d'un double dépôt auquel doivent désormais se soumettre imprimeurs et éditeurs. Donc qui va élargir les ressources, en tout cas françaises, disponibles. L'électrification progressive des magasins et des salles de lecture dans les années 1910 et 1920 qui réduit le temps d'attente des ouvrages, élargit les horaires d'ouverture au public.
sont autant d'exemples qui montrent comment la petite et la grande histoire de la bibliothèque peuvent aussi influer sur les sciences. Pour éclairer le travail intellectuel, tout de même, on peut recourir à d'autres fonds, à des fonds plutôt de nature privée. Et je vais revenir sur le petit fonds d'archives de Charles de Laroncière évoqué en introduction. Alors, donc, Charles Laroncière était archiviste paléographe, directeur du département des imprimés. Et on a un petit fonds à la mission archives. Et je ne suis pas sûre d'avoir passé en revue l'ensemble des correspondants, mais il contient, en tout cas avec certitude, plusieurs dizaines de lettres envoyées par une quinzaine de professeurs du Collège de France. Alors qu'ils n'étaient pas tous forcément, et on revient aussi sur cette question des carrières, et ils n'étaient pas forcément tous au Collège de France au moment où ils ont écrit. Je ne vais pas tous les citer, parce qu'une quinzaine, mais je vais en citer plusieurs pour vous montrer la variété. Henri Darbois de Jubinville, donc, qui avait la chaire de langue et littérature celte. Paul Casanova. Alors là, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans un autre domaine. Émile Gley, biologie générale. Alors, beaucoup de correspondances avec Stéphane Xel, histoire de l'Afrique du Nord. Sylvain Lévy, évidemment. Joseph Lotte, langue et littérature celtique. Bon, c'était beaucoup lié aussi à leur origine géographique. Alfred Morel-Facio. Paul Pelliot, Théodore Reinhardt, voilà, qui, lui, avait la chaire de numismatique de l'Antiquité. On y lit, dans cette correspondance, les traces d'une sociabilité scientifique où sont évoquées, en fonction de la proximité des correspondants et de leur parcours professionnel, des considérations personnelles, des échanges d'informations bibliographiques, des demandes de facilité de prêt, des hypothèses de travail. Et cela montre aussi que ces liens entre Bibliothèque nationale et Collège de France perdurent au XXe siècle. J'ai un exemple. C'est une lettre de Joseph Lotte donc, à Charles de Laroncière. Je n'ai pas l'année, malheureusement, mais elle est datée du 28 mars. Qui essaye, puisque voilà, on revient à cette question des catalogues, ça a l'air de rien, mais c'est très très important. Aujourd'hui, on fait un clic et on voit où est l'ouvrage et on voit quel est son titre. Mais pour retrouver un titre à cette époque, c'était autrement compliqué, surtout s'il n'était pas très ancien. Donc là, il sait qu'il a trouvé en référence dans The Dolmens of Ireland, il a trouvé History of Cork, mais il ne sait pas si la Bibliothèque nationale le conserve. Et on voit la petite annotation du bibliothécaire avec le titre exact de l'ouvrage, Ancient, pardonnez mon accent, et Present State, je crois, of the Country and City of Cork. Voilà. Donc on voit vraiment le travail du bibliothécaire, enfin, on voit le travail du chercheur et le travail du bibliothécaire presque en direct. En conclusion, l'accès aux archives de la bibliothèque peut parfois sembler un peu rugueux, mais cette rugosité constitue une des richesses de cet ensemble, je crois. Elle rappelle que les archives sont le fruit et les témoins du passé, dont la composition, quelque part, mérite l'analyse, comme les artefacts distribués dans différentes couches stratigraphiques, que leur matérialité crée un pont avec le temps présent. Et certains ensembles, à l'instar des doubles de cartes de lecteur que je vous ai montrés, sont porteurs d'une forte charge émotionnelle, comme on en a témoigné le succès auprès du grand public en 2017, mais s'avèrent, sur le plan informationnel, souvent décevants. Mais, comme j'ai essayé de vous le montrer, d'autres approches restent possibles, car si la Bibliothèque nationale de France ne conserve pas la mémoire de tout le monde, elle conserve bien toute la mémoire du monde. Je vous remercie. Pour ce parcours de ces archives et quelques interférences avec les collèges. Christian. Et maintenant, c'est donc Christophe Labonne qui va nous parler du côté collège. Des archives du collège. Bonjour à tous. Alors, je suis très content de pouvoir vous parler aujourd'hui des fonds d'archives du Collège de France. Donc, je vais faire un peu comme ma collègue Anne Leblé-Konichita qu'on vient d'entendre, faire un petit pas de côté avant de revenir un peu vers, vers la BNF. Donc, comme j'ai l'honneur de conclure cette matinée, mais aussi la difficulté de m'exprimer à une période pré-prandiale, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu dynamique, peut-être un peu anecdotique, mais en faisant une recherche avec vous dans nos fonds sur ce que nous conservons dans les archives du Collège de France. Donc pour cela, je pense que pour certains, ce sera un peu redondant, puisque certains d'entre vous ont déjà fait
des recherches dans les archives du Collège de France, et donc connaissent déjà notre site, qui s'appelle Salamandre. Donc voilà, ici vous avez la page d'accueil. Alors vous pourrez constater d'emblée qu'on a pris une distinction dans le classement des fonds, qui est une distinction qu'on retrouve maintenant assez classiquement entre les archives de la recherche d'une part et les archives à proprement scientifiques d'autre part. Donc ici vous avez l'histoire du Collège de France qui relèverait plutôt des archives de la recherche, c'est-à-dire tout ce qui concerne la gestion de la recherche, les ressources humaines, les questions de financement, les conseils d'administration, les assemblées de professeurs au Collège de France, qui sont une source importante pour son histoire, et pas seulement, voilà, mais une histoire institutionnelle qui serait là passée dans le domaine patrimonial. On revient un peu sur cette ligne de césure entre les archives administratives qui sont, on va dire, un petit peu dénigrées lors de leur création et qui progressivement vont rentrer dans le patrimoine d'un établissement. Et de l'autre côté, vous avez des catégories. Alors, effectivement, sur le groupe Passage des disciplines, on est sur des études qui sont très précises vis-à-vis des disciplines. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus lâche, puisqu'il s'agit de présenter des archives scientifiques, et notamment, on est toujours dans cette dimension de la prosopographie, puisque dans ces catégories-là, on retrouve énormément de fonds de professeurs. Par exemple, si vous allez sur cette catégorie-là, sciences humaines et sociales, alors c'est un petit peu loin à charger, j'ai pu le constater tout à l'heure, mais vous allez voir que vous allez avoir majoritairement des fonds de professeurs. Donc presque une archivistique prosopographique qu'on mène au collège, ce qui n'est pas étonnant étant donné la structure même de l'enseignement au collège, où chaque professeur est rattaché à un enseignement très particulier, où le professeur fait chaire et fait enseignement. Voilà. Alors, on va se rendre directement, pour éviter les temps de chargement, dans la catégorie Histoire du Collège de France. Et donc, on va faire une recherche sur la Bibliothèque nationale de France et voir ce qu'on peut y trouver. Alors, si vous tapez Bibliothèque nationale, puisque la Bibliothèque nationale de France a changé de nom, mais généralement, dans nos fonds, elle est désignée au moins comme Bibliothèque nationale, vous êtes à peu près sûr d'avoir une erreur. Voilà. Évidemment, je prenais le risque de faire une recherche en direct. Bon, c'est pas très grave. On va finir par y arriver. Ça a fonctionné tout à l'heure. L'important, c'est de ne pas perdre pied. Voilà, là, c'est bon, on a la page chargée. Hop. Et donc, vous avez 72 résultats, ce qui peut paraître assez important. Alors, évidemment, je vais vous en présenter seulement quelques-uns, sachant que là, j'ai fait une recherche sur Bibliothèque nationale. Vous allez pouvoir aussi trouver la Bibliothèque nationale d'autres pays. Mais en détaillant, je voudrais juste vous montrer quelques exemples de projets en commun que nous avons pu avoir, notamment au XXe siècle. Et l'un d'entre eux que je trouve intéressant parce qu'il nous permet de voir une certaine variété de documents et toujours de voir que tout à l'heure, on parlait de l'art de la discussion qui aide beaucoup à créer des projets en commun. On a dans toutes ces archives administratives aussi des individus qui se détachent et on peut voir un peu leur relation à la Bibliothèque nationale par rapport à leur poste de professeur. Et donc, un des événements communs entre les deux établissements qui est intéressant, c'est le 4e centenaire du Collège de France qui va voir la mise en œuvre d'une exposition à la Bibliothèque nationale. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve... Alors, on va se faciliter la recherche en espérant que ça fonctionne, en rajoutant centenaire. Voilà. Je vous le donne en 1000. Alors, j'attends que ça charge et je suis à vous.
Donc dans ces archives, puisque je les connais déjà, je vais les détailler un peu, on trouve essentiellement de la correspondance, mais aussi beaucoup de fonds, de documents liés au prêt des œuvres. Alors c'est intéressant parce que ça permet d'établir une cartographie des prêteurs, et dedans, tout l'intérêt, c'est aussi de voir la position de la Bibliothèque nationale par rapport au collège et son exposition, c'est-à-dire l'institution qui à la fois accueille et qui prête des documents. Et donc voilà, ici, vous l'avez, 4e centenaire, collection de documents. Donc voilà, les célébrations du 4e centenaire du Collège de France, qui sont juste là, voilà. Et donc ici, on a un dossier assez important, voilà, sur l'organisation générale, et dans les festivités, vous avez une exposition commémorative, donc autour de l'organisation, la recherche documentaire. Donc les prêts d'œuvres, comme je vous le disais, là c'est intéressant parce qu'on a une longue liste d'index qui vous permettent de voir l'ensemble des prêteurs. Donc c'était une exposition qui a duré de la mi-juin à la mi-juillet, si je me souviens bien, 1931, mais quand même qui a mobilisé un certain nombre de musées et de services d'archives. Donc c'est intéressant de voir qu'on a fait quand même les choses en grand. 16 juin, 4 juillet, donc c'est encore moins que ce que je pensais. Et alors, dans les autres fonds qui sont liés au 4e centenaire, il y en a un qui est tout à fait intéressant aussi, c'est le fonds iconographique, voilà, que vous allez trouver juste là. Donc avec tout ce qui a pu faire, tout ce qui a pu être exposé, donc énormément de photographies. Ça, ce sont des plaques de verre qui ont été prises des objets et des tableaux exposés. Donc là encore très intéressant en termes de biographie et des hommes, parce qu'à l'époque on n'a que des hommes au Collège de France, qu'on met en avant. Donc ce serait intéressant de voir comment ils ont été sélectionnés, parce qu'on trouve aussi des personnes qui sont relativement contemporaines. Par exemple, il y a une partie de l'exposition. Là, si nous allons ici, hop, voilà, vous allez voir, je sais que je l'ai vu quelque part. Non, attends, je me trompe. Voilà, dans la salle d'exposition. Donc, là, vous êtes Galerie Mazarine de la BN dans les années 30. Et on va voir quelques exemples d'exposition. Et par exemple, ici, vous allez voir, il y a Étienne Jules Marais qui est exposé avec les oiseaux de Marais, juste là, dont on conserve, nous, un exemplaire dans nos archives. Alors, on remarque aussi que, quand même, les modes d'exposition ont beaucoup changé, hein, parce que là, on est sur quelque chose de très dense, hein, alors que maintenant, on est sur des modes d'exposition qui sont quand même beaucoup plus épurés. Voilà. Vous avez aussi d'autres mises en situation. Alors c'est intéressant parce que quand on regarde un peu les sources à la BNF, évidemment, on trouve le catalogue de l'exposition de 1931. Et donc, par exemple, si je veux savoir quel est cet étrange objet qui est juste devant moi, eh bien, rien de plus facile, grâce à la BNF et grâce à Gallica, j'ai évidemment pu retrouver que c'était une reproduction, enfin, que c'était l'horloge astronomique d'Oronce Finet conservée à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Voilà. Alors, je profite de ça pour vous faire un petit pas de côté qui n'a pas grand rapport, mais pour vous montrer aussi quelque chose d'assez anecdotique, mais qui est quand même assez sympathique. C'est voilà, le discours de Bédier en 1931 pour l'inauguration des festivités liées au 4e centenaire du Collège de France. Ça, comme ça, voilà. Donc on a fait numériser, et pour l'accessibilité aux sourds et malentendants, que nous avons fait aussi sous-titrer. Voilà. Alors je vous montre, c'est très court, et puis c'est toujours assez sympathique, je vous montre. En l'an 1568, l'un de nos anciens, le philosophe Pierre Ramus, opinionem sed ad logicam veritatem. Non pas selon l'opinion des hommes, mais selon ce que sa logique intérieure lui commanderait d'appeler vérité. Ces maîtres du temps jadis, si dissemblables de leurs lointains successeurs, s'ils revenaient parmi nous, c'est à peine s'ils comprendraient notre langage,
et sur la fiche de nos cours, les noms même des sciences que nous enseignons leur resteraient pour la plupart inintelligibles. Dans ce collège, chacun d'eux a pu chercher en paix dans sa loi la lumière. Comment l'aurait-il pu sans le joyeux assentiment de la nation? C'est la nation elle-même, c'est son consentement 4 fois séculaire que représente ici Monsieur le ministre de l'Instruction publique et les délégations envoyées vers ce collège par les cinq classes de l'Institut de France et par nos académies régionales, parures et doux honneurs de notre pays, et par nos plus célèbres établissements de haut enseignement, par toutes nos universités, universités d'État, universités libres, que nous saluons les autres avec le même respect et la même gratitude. Voilà. Alors, donc, je parlais de cela, mais voilà, je voulais aussi vous parler, alors ce sera un peu moins illustré, mais de la deuxième chose dont je parlais au début, c'est-à-dire la distinction entre archives de la recherche et archives scientifiques. Alors, dans le second versant, on peut effectivement faire des recherches dans tous nos fonds et voir ce qui se détache sur toute cette question de la bibliothèque nationale. Mais j'aimerais juste rappeler effectivement qu'au-delà des relations entre les deux établissements, la Bibliothèque nationale, on le soulignait tout à l'heure, il y a une espèce de rapport comment voulais-je le dire, en tout cas, il y a une espèce de surveillance bienveillante entre le Collège de France et la Bibliothèque nationale, étant donné les liens qui ont pu se tisser entre les deux établissements, et notamment envers les individus. Et à minima, les professeurs, notamment ceux de langue, de littérature, de sciences humaines et sociales, sont aussi des usagers réguliers de la bibliothèque, d'où parfois certaines critiques, comme celle de Mauss, qui écrivait au début du XXe siècle, donc les choses ont bien changé. Mais jusqu'à très récemment, par exemple dans les années 80, lorsque le projet de bibliothèque nationale est mis en place, on trouve dans les assemblées de professeurs, notamment celle du 26 novembre 89, une intervention d'Emmanuel Leroy-Ladurie que je trouve intéressante, parce qu'il intervient, je cite, « pour souligner l'importance du projet de bibliothèque nationale de France ». Il évoque les questions posées par le site Richelieu où seraient maintenus les départements spécialisés, dont certains voudraient pourtant le démembrement, mais qu'il convient de veiller à protéger. En outre, une grande bibliothèque d'histoire de l'art regroupant la bibliothèque Doucet et la bibliothèque du Louvre y serait implantée. Monsieur Jacques Thuillier, historien de l'art, souligne l'intérêt d'une grande bibliothèque d'histoire de l'art et l'appui qu'il convient d'apporter à ce projet. Et donc là, on voit qu'il y a toujours cet intérêt aussi, cette importance pour les chercheurs des pratiques. En fait, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, l'importance des pratiques et la centralisation documentaire que permet la BNF. C'est quelque chose de fondamental, je pense, dans leur pratique. On le voit par exemple dans le cas du fonds de Georges Blin, c'est pour ça que je lui demandais sa carte de lecteur. Bon, c'est pas très grave, parce que je sais que ça a été un très grand usager de la Bibliothèque nationale de France, puisque je suis en train de traiter son fonds, et qu'il y a un matériau qu'on retrouve en quantité abondante, pour ne pas dire plus. Ce sont des photocopies, et notamment des photocopies d'ouvrages qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de France. Alors, autant le dire tout de suite, les photocopies aux archives, on ne les conserve pas, déjà parce que ça n'apporte pas grand-chose au fond documentaire, et ensuite parce que toutes les photocopies qui sont éliminées, j'ai pris soin de les signaler et de renvoyer vers le document numérisé vers Gallica. Et donc ça me permet, pour conclure, d'appuyer sur un autre point. On a rappelé tout à l'heure que le Collège de France avait signé une convention avec la Bibliothèque nationale de France en décembre 2019. Et un des volets de cette convention, c'est la diffusion et la valorisation de nos savoirs et de nos collections. Et donc, c'est intéressant de voir qu'en dehors des pratiques des professeurs et des chercheurs vis-à-vis de la BNF, il y a aussi les pratiques professionnelles, sachant que, par exemple, en tant qu'archiviste, je me sers quotidiennement des outils de la BNF, que ce soit les data BNF pour l'indexation, les thésaurus pour les mots matières, ou Gallica pour rechercher des sources.
Et finalement, on est là encore presque dans une espèce d'étude des trajectoires et des pratiques des individus, puisque nous-mêmes au Collège de France, nous avons des conservateurs qui ont pu aussi passer par la BNF et devenir conservateurs au Collège de France. Et inversement, enfin, il faudrait vérifier dans les fonds de ressources humaines, mais je pense qu'on peut trouver ce genre, assez fréquemment, ce genre de parcours. Et donc, voilà. Donc, j'en profite aussi pour vous dire que la collaboration avec la BNF continue du côté du Collège de France, puisque, en ce qui concerne les archives, nous allons faire moissonner toutes nos collections numérisées d'ici quelques mois, je l'espère, par Gallica, ce qui permettra à la fois de trouver ce genre de ressources que je vous présente sur notre catalogue, donc ici, et sur le fonds Gallica, ce qui va aussi nous permettre de gagner en visibilité et qui permettra de faire des recherches, enfin d'enrichir encore le catalogue Gallica. Je vous remercie.